comment ils vont? Je suis un peu inquiet pour cette saison 2026 de F1. Cette année, vous le savez, la F1 bascule dans une nouvelle ère avec une nouvelle réglementation technique complètement inédite. Aéro, moteur, manière de faire la course, tout change et normalement ça vous le savez déjà. On a posé les bases dans cette vidéo où j'ai tout expliqué, prenez le temps d'aller la voir quand vous avez 2 minutes. Donc c'est trop cool, on va avoir plein de nouveautés, en vrai ça promet pour le spectacle, sauf que plus je regarde les détails, plus je me dis qu'on pourrait avoir des surprises. Pour ne pas dire des mauvaises surprises. Des pneus capricieux, des voitures beaucoup trop lentes, une équipe ultra dominante, des difficultés à se suivre. Il est possible que cette réglementation qui est censée améliorer la F1 la rende en fait plus complexe qu'avant. Dans cette vidéo, on fait le tour de ces inquiétudes, je vous donne mon avis et on essaye de répondre à toutes ces questions qu'on se pose. Allez, on en parle. Pour suivre l'actu de la F1 en plus près, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Bonne vidéo. On a tendance à l'oublier vu tout ce qui change cette saison, mais les pneus font aussi leur évolution et ça va avoir un énorme impact sur 2026. Alors j'ai déjà abordé ce sujet en partie dans cette vidéo, mais c'est hyper important de souligner ici qu'ils font partie des inconnues les plus fortes avant ce début de saison. Alors je sais qu'on parle beaucoup de moteur et d'aéro, mais les gars, les pneus, c'est la variable stratégique en F1. Ce sont eux qui font varier les stratégies, basculer des grands prix, ou même donner un avantage crucial à une équipe sur une saison. Regardez McLaren depuis quelques années, ils ont été excellents globalement sur la voiture, mais c'est surtout leur capacité à exploiter les pneus qui les a propulsés là où ils ont terminé, c'est-à-dire champion du monde. Une variable qui est donc clé en Formule 1 et qui a une importance capitale. Ceci étant dit, vous le savez peut-être, mais les pneus ont été vivement critiqués sur les dernières années. Les pilotes s'en plaignaient beaucoup, ils étaient imprévisibles et leur dégradation était beaucoup trop linéaire pour que ce soit spectaculaire. C'était une galère à comprendre pour les équipes et un enfer pour les spectateurs qui n'avaient droit quasiment qu'à des courses à un arrêt. Vous voyez de quoi je parle. Ajoutez à ça le dirty air généré par les F1 modernes et vous avez la recette parfaite pour des GP de gestion pendant lequel on va se le dire, on comme des rats morts. Je devrais pas dire ça, mais bon je pense pas que vous me contredirez. Dites-moi en commentaire, tiens. Bon, mais en 2026, comme vous le savez peut-être, on a des nouveaux pneus. Nouvelle dimension, nouvelle structure, nouvelle fenêtre d'exploitation, tout change. Pirelli a développé cette gamme dans l'optique de répondre au cahier des charges de la F1, sauf que, il y a plusieurs inquiétudes. D'abord, la structure a été validée en septembre 2025, donc ça commence à faire un bout de temps. Et ensuite, il y a eu très peu de tests de développement. En 2026, il y a eu Barcelone et là maintenant Bahreïn, mais on est quand même très proche de Melbourne du début de saison. Et donc, je ne suis pas forcément hyper serein sur ce que ces pneus pourraient nous réserver comme surprise. Les gars, c'est l'une des variables de sécurité les plus importantes dans ce sport. Imaginez s'il y avait des éclatements intempestifs, ça serait impossible. Alors ça n'arrivera pas normalement puisqu'ils se sont basés sur les scénarios les plus contraignants pour développer les GOP. Encore un truc potentiellement embêtant puisqu'à tout moment, ils y sont allés trop fort sur la résistance et donc on pourrait se retrouver avec les mêmes problématiques que l'an dernier. Donc, c'est compliqué. Après, impossible de leur jeter la pierre, ils ont fait avec le temps qu'ils avaient, et puis, sécurité avant tout. Après, les gars, je vous le dis, ça me rendrait ouf si on se retrouvait dans la même dynamique que l'an dernier à ce niveau-là. Les grands prix rompiches à un arrêt, là, ça va. Faut dire que c'est un énorme challenge pour Pirelli aussi. En vrai, ils jouent peut-être un peu leur place quand même. La F1, elle a jamais été aussi attractive qu'aujourd'hui, et je serais pas étonné si la concurrence venait à pointer le bout de son nez. Alors le cahier des charges de la F1, il est particulier. Les manufacturiers sont souvent réticents à faire des pneus qui dégradent. C'est pas forcément naturel d'un point de vue marketing, on va se le dire. Mais bon, la F1 étant si puissante aujourd'hui, clairement, Pirelli doit délivrer pour protéger sa place. Donc voilà, il y a une interrogation sur la performance de ces pneus. Pas vraiment sur la sécurité, vous avez capté, mon exemple était extrême exprès. Mais bon, il va falloir rester attentif à ce qu'ils produisent, parce que ça pourrait avoir un énorme impact sur la saison. Sans pneus, il n'y a pas de course, et si Pirelli pourrait et va probablement ajuster en cours de saison, ça pourrait être chaotique pour les équipes dans un premier temps. L'une des questions que je vois revenir très souvent en ce début de saison, c'est est-ce que ces F1 vont être plus lentes? Et la réponse est oui. Quoi? Je comprends votre surprise. On fait une nouvelle réglementation pour améliorer les choses et on rend la catégorie la plus stylée du sport auto plus lente? Eh ben, oui, mais seulement dans un premier temps a priori. Je vous explique. Quand une nouvelle réglementation voit le jour, on se retrouve souvent et quasiment toujours avec des F1 qui vont moins vite. Je vais me concentrer sur celle-ci pour que ce soit le plus clair possible. Dans cette nouvelle réglementation technique, l'aéro change beaucoup. Les voitures sont plus petites, il y a l'aéro mobile, une place à l'innovation différente, on l'a vu avec l'Aston, et un plancher très simplifié. Avant, les tunnels Venturi généraient l'effet de sol via cette partie de la voiture. On change tout à ce niveau-là. Et en 2026, l'appui aéro sera réduit de 30%. Ça, vous le savez, on l'a déjà dit. Et forcément, quand tu réduis l'appui, tu réduis la performance. Donc elles seront plus lentes dans les virages, même si a priori elles devraient être plus rapides dans les lignes droites, grâce à l'électrification du moteur à 50-50. Si tu ajoutes à ça des pneus plus petits, donc qui comptent moins de surface en contact avec le sol, et ben tu te rends compte que c'est normal que ces voitures aillent moins vite. Mais ça, c'est dans une première phase. C'est un sujet inquiétant en vrai, On va pas se mentir, si les F1 elles vont moins vite, c'est bizarre, c'est pour ça que j'en parle, mais en vrai c'est normal. On veut améliorer le racing, donc on réduit l'appui, et donc par extension, la performance des voitures. En plus de ça, il y a le moteur qui ne sera pas optimisé tout de suite. Faut pas oublier qu'on est sur une hybridation complètement nouvelle, les gars. Rien de surprenant dans le fait que les voitures soient plus lentes. Après, c'est une question de philosophie. Est-ce qu'on préfère plus de vitesse ou plus de spectacle? Donnez-moi vos avis en commentaire, tiens. Je passerai vous répondre. Et puis en vrai, on le sait.
ça dure pas longtemps. À partir du moment où les ingénieurs des équipes commencent à développer ces voitures, elles vont aller de plus en plus vite, quitte à titiller les limites de la FIA. Donc ça sera plus lent dans un premier temps. Après, je sais que certains s'inquiètent vraiment au point de se demander si ça sera de l'ordre des performances des F2. Il me semble qu'Isaac Hadjar en avait parlé la saison dernière, mais rassurez-vous, ça ne devrait pas être le cas. La FIA avait annoncé 2, 3, 4 secondes de plus au tour en moyenne par rapport aux voitures de l'an dernier. A priori, je vous l'ai dit dans cette vidéo où je parlais des essais, on serait dans ces eaux-là. La comparaison a pu être faite entre la pole de Barcelone 2025 et le temps de Lewis Hamilton qui était fait dans des conditions très spéciales, de l'essence, piste fraîche, tout ça. Donc avec l'optimisation et le développement, on devrait se rapprocher des temps de l'ancienne génération en quelques saisons. C'est une interrogation qui n'en est pas vraiment une puisqu'on a une partie de la réponse, mais je pense que c'est important de traiter ce sujet. Mais bon, j'avoue que ça peut paraître contre nature de se dire que ces voitures vont être plus lentes que leurs devancières. Dites-vous juste que c'est normal et que ça va changer. En 2026, les voitures vont donc générer moins d'appui qu'en 2025, ça vous l'avez compris puisque je l'ai répété 350 fois. Donc 2026, moins d'appui, quand vous n'aurez pas capté. Tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Voilà, et en général, ce sont les artifices aéros utilisés par les équipes qui génèrent notre ennemi numéro 1 à tous, le dirty air. Le dirty air, vous savez ce que c'est cet air sale qui perturbe les performances des voitures. Je grossis le trait, évidemment. Or, en 2026, la réglementation promet une réduction de plus de 50% de la traînée aéro et une philosophie destinée à réduire le dirty air. L'objectif, c'est d'améliorer le racing en faisant en sorte que les voitures puissent se suivre sans souffrir des vortex qui perturbent la perf via la dégradation des pneus et autres imprévus très relous pour la course. On s'est quand même bien reposé en 2025 avec toutes les siestes qu'on a fait. Je vais pas vous mentir les gars, avec ce qui s'est passé l'an dernier, les cernes, je sais pas d'où elles sortent. Tu combines ça à ce que je vous ai dit sur les pneus en ce qui concerne l'an dernier, tu gagnes le gros lot. Bon, tout ça pour vous dire que sur le papier, cette réglementation, elle est faite pour améliorer tout ça. Sauf que Esteban Ocon a déclaré après les tests de Barcelone qu'il semblait être plus difficile de se suivre qu'en 2025. Je sais plus quoi vous dire. Si c'est le cas les gars, on est cuit. Terminado. Finito. Non, non, José. No c'est bueno. Voilà, je cite Esteban. J'ai pu suivre quelques voitures. J'ai l'impression qu'on perd pas mal de charge à l'avant. Peut-être plus que dans le passé, mais il faut voir la suite. Je ne veux pas faire de conclusion hâtive parce qu'évidemment, il faut tout optimiser. Mais a priori, les dépassements semblent compliqués. C'est mon premier feeling, mais j'espère évidemment que ça sera l'inverse qui se produira. Coup de massue sur la tête de Lucas. La dépression. Bon, rien n'est définitif évidemment. Ça n'est qu'un ressenti sur les premiers tests de la saison. On va pas s'inquiéter outre mesure, mais ça serait terrible. Les gars, j'espère qu'ils se trompent à un point. Vous pouvez pas imaginer. On va en savoir plus suite au test de Bahreïn. En tout cas, ça va être un point clé à surveiller. D'ailleurs, il y a un autre truc dont on parle assez peu, c'est l'impact de tout ça sur l'aspiration. En 2026, on va avoir de l'aéromobile. Donc les ailerons avant et arrière vont pouvoir s'ouvrir dans certaines sections et pas forcément avec les mêmes contraintes que le DRS aujourd'hui. Et forcément, ça change tout. Qui dit moins d'appui en ligne droite, dit moins de traînée. Et qui dit moins de traînée, dit un sillage plus petit derrière la voiture. Donc en théorie, moins d'aspiration, moins ce trou d'air à exploiter. Alors en soi, cet aéromobile et toute cette façon de faire la course est peut-être plus naturel que le DRS. On a expliqué tout ça dans cette vidéo encore une fois. Mais les gars, la vraie question, c'est qu'avec un phénomène d'aspiration moins important, est-ce que ce sera aussi efficace pour dépasser? Parce que le DRS, en vrai, il crée un différentiel. Mais là, si demain tout le monde peut réduire sa traînée, est-ce que ça ne change pas tout? Pas forcément dans le bon sens. Alors je ne sais pas si c'est de ça dont parle Esteban. Moins d'aspiration naturelle, pas forcément le dirty air. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une inconnue. C'est un petit peu inquiétant. Après, en vrai, j'ai quand même envie de voir le verre à moitié plein. J'ai l'impression que l'aspect électrique donnerait une dimension de compensation à tout ça. Le boost et l'overtake, donc les deux modes moteurs de déploiement de la batterie, qui devraient donner la possibilité au pilote d'avoir plus d'impact sur la stratégie et sur la course, et normalement moins subir. C'est beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus. On va voir les réponses très vite. En tout cas, j'espère que ce sera le cas parce que ça pourrait être un échec. Sur le papier, ça devrait compenser le déficit d'aspiration potentiel et j'espère le fait que ces voitures ne se suivent pas bien si c'est le cas. C'est probablement ce qui m'inquiète le plus en vrai de tout ce dont je vous ai parlé. Affaire à suivre. On sera vraiment à Melbourne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'une des plus grosses inquiétudes en ce début de saison 2026, c'est qu'une équipe pourrait avoir une marge considérable sur les autres. Alors ça ne serait problématique que si elle gardait cette avance, on va se le dire, mais pour le spectacle et la F1 elle-même, ça serait un souci. En fait, je parle de ça parce que c'est sur les débuts de réglementation qu'il y a le plus de chances que ça arrive. Ça a été le cas sur la dernière réglementation aéro avec Red Bull, même si Ferrari nous y a fait croire. Ça a été le cas avec Mercedes en 2014 sur la nouvelle réglementation moteur et les V6. Et ça a été le cas en 2009 avec Brown GP qui a fumé tout le début de saison avec son double diffuseur incroyable. Alors sur 2022 et 2009, ça n'a pas vraiment duré puisque Red Bull a pris la suite en 2010 et McLaren est revenu en 2024. Mais bon, sur 2014, vous aurez capté que ça a été plutôt compliqué. Pour la concurrence donc, regardez les chiffres de Marco et vous comprendrez. Le moteur, c'est hyper important et si on est quand même dans une autre époque qu'il y a 12 ans, on n'est pas à l'abri que ça arrive une nouvelle fois. D'ailleurs, l'équipe concernée, c'est la même. Mercedes a explosé les premiers essais à Barcelone, à tous les niveaux.
fiabilité, programme, performance, même si c'est compliqué de juger, il y a unanimité pour dire qu'ils auraient une marche sur la concurrence. Alors c'est évidemment à confirmer puisqu'on ne saura ça qu'en qualif à Melbourne. En vrai, on peut même pousser ça jusqu'au dimanche. Mais bon, faut pas être Einstein pour comprendre qu'ils sont un cran au-dessus de la concurrence. Et évidemment, ça serait beaucoup grâce à leur moteur. Parlons-en du moteur, tiens. Je vous ai expliqué la controverse qui touche cet aspect de la réglementation dans cette vidéo. En vrai, allez la voir, le sujet est passionnant. Mais donc, Mercedes est au centre de ce problème de taux de compression, sujet sur lequel elle est maintenant seule contre tous. Pour la faire en une phrase, elle arrive à optimiser le taux de compression du moteur quand il est chaud, alors que la FIA le contrôle à froid. Elle atteint des taux similaires à ceux de l'an dernier qui sont plus performants, et donc c'est un peu ça le problème. Je simplifie à mort, allez voir la vidéo pour plus d'informations. Le truc c'est que je vous l'avais dit, Red Bull était dans cette team, mais qu'ils se sont finalement rangés derrière les autres équipes qui décriaient ce système. Du coup on est à 7 contre 4 avec la FIA au milieu, qui doit statuer sur une solution pour faire en sorte de trouver une équité. Après je l'ai dit, l'idée c'est de choisir une philosophie, soit on récompense ceux qui ont innové, soit on cherche à équilibrer la performance. Dédicace aux fans de WEC, ils savent de quoi je parle. En tout cas, il est très probable que si la FIA ne régule pas, on se retrouve avec un gros écart non seulement entre les équipes motorisées par Mercedes et les autres, mais surtout une équipe Mercedes qui serait largement devant au vu de ce qui a été observé. En vrai, c'est toujours plus facile de démarrer pour les constructeurs qui maîtrisent toute la chaîne, on va dire. Pour que vous compreniez, Mercedes fait le châssis, la boîte, le moteur. McLaren, de son côté, achète le moteur. Donc voilà, c'est une inquiétude. En vrai, ça fait peur et on ne sait pas vraiment ce que la FIA va faire puisque vous l'avez capté, depuis ma dernière vidéo sur le sujet, il y a eu un revirement de situation. On partait sur pas d'action avant le début de saison. La Red Bull a bougé. On ne sait pas. Après, il faut le dire aussi, avec le budget cap, la standardisation des pièces, la limitation du temps en soufflerie et CFD, possible qu'on soit dans une temporalité plus facile pour regrouper un peloton, même si une équipe avait pris de l'avance. Ça vous pose problème si Merco est devant, vous ? Pour finir, je voudrais aller sur un sujet assez fort de cette nouvelle réglementation, la manière de faire la course. À ce sujet, il y a un truc qui m'a un peu alarmé aussi, j'avoue, c'est une note d'éclat d'Esteban Ocon. Écoutez, il va falloir oublier tout ce que nous avons appris depuis le karting sur la façon d'aller vite. On va garder juste ça et on développe là-dessus. Ça, il l'avait dit avant d'avoir roulé la voiture. Et il y a moyen que ça se confirme un peu quand même. Et oui, cette saison, on devrait voir un phénomène qu'on connaît bien s'accentuer drastiquement, le lift and coast. Le lift and coast, c'est le fait de lever le pied plus tôt qu'à la normale au moment d'aborder un freinage. En gros, au lieu d'écraser les freins le plus tard possible, on lève le pied avant. On fait ça pour économiser de l'énergie, pour préserver la batterie et pour pouvoir déployer l'électrique là où ça compte vraiment. Et en 2026, avec un moteur 50% électrique, ce phénomène pourrait devenir beaucoup plus fréquent. Ce que dit Esteban, c'est qu'avec ces nouvelles voitures, si tu lèves plus tôt et que tu laisses glisser, à tout moment, t'es plus rapide. Donc j'avoue que c'est pas hyper naturel. Pour moi, à la base, tu freines tard, tu réaccélères le plus tôt possible et tu vas vite. A priori, ça va changer pas mal de choses. Et on va commencer avec les qualifs puisque la philosophie évolue. Normalement, c'est flat out à fond, là, c'est beaucoup moins garanti. Et oui, parce que sur un tour qualif, tu ne récupères pas toujours assez d'énergie. Certains circuits n'ont pas assez de gros freinage. La recharge dépend aussi du moteur thermique. Donc si tu arrives en fin de ligne droite et que tu as tout vidé, tu peux te retrouver sans énergie, avec un freinage trop violent ou avec une gestion thermique compliquée. Et donc paradoxalement, lever le pied peut rendre le tour plus efficace. On passerait de l'attaque à la gestion, là aussi. J'avoue que je suis pas sûr de kiffer, mais je suis ouvert à voir ce que ça donne. Pendant le Grand Prix, les gars, ça serait limite encore plus fort. Parce qu'en course, tu ne fais pas un tour, tu fais 300 km. Et avec un moteur à 50% électrique, on le sait maintenant, on l'a compris, la gestion de l'électrique, elle est permanente. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu attaques trop pendant 3 tours, tu peux te retrouver complètement à sec au pire moment. Donc, lift and coast. Et là, en vrai, ça change la dynamique d'un Grand Prix. Aujourd'hui, quand un pilote attaque, tu le vois, cette année, il faudra peut-être deviner s'il recharge ou s'il prépare une attaque. Un pilote pourrait volontairement rouler un peu en dessous, recharger sur 2 secteurs et pourquoi pas tout envoyer sur le 3e. Les dépassements pourraient devenir beaucoup plus préparés, moins spontanés, plus stratégique. Et puis il y a un autre point. Je l'ai dit, sur certains circuits rapides, Jeddah par exemple, il n'y a pas énormément de gros freinage, donc moins d'occasion de récupérer de l'énergie. Et si tu ne récupères pas assez, tu dois lever plus tôt. Et là, on pourrait se retrouver avec des phases où tout le monde gère. C'est ça le vrai point d'interrogation. Est-ce que ça va créer une F1 plus intelligente, plus stratégique, comme si elle n'était pas déjà, ou une F1 où on a l'impression que tout le monde est en économie permanente? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on n'aura pas un sport qui est trop dans la gestion. Parce que j'avoue, à la base, c'est pas ça quoi. Juste avant de conclure, les gars, je voulais juste vous dire que cette vidéo, elle est pas là pour vous désespérer ou vous inquiéter. Elle est là pour vous permettre de savoir quoi surveiller en ce début de saison en ce qui concerne la nouvelle réglementation. Je suis persuadé que ça va être hyper cool. Ces points-là m'inquiètent un peu, mais on a vraiment de la matière pour kiffer en 2026, donc ne vous prenez pas trop la tête non plus. Vous me donnez vos avis en commentaire ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!